Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique avec Olivier Zrati. Toujours. Salut, salut. Tu vas bien? Bah écoute, on est obligé de faire ça maintenant, hein. Quand on est obligé de faire des Skype et des podcasts, hein. Voilà. Il n'y a plus le choix. Et donc moi-même, Fanny Bouton. Et en effet, on va faire un test. On a décidé de se mettre en vraie quarantaine, hein, au moins pour une semaine, pour voir comment ça va se passer dehors. Hein, donc on a prévu les courses et tout, et, et on est tranquille. Mais on n'a pas dévalisé les rayons de pâtes. Exactement. On est plutôt parti sur des produits frais pour garder des vitamines. Bon, blague à part, on revient à l'actualité du quantique. Il s'est encore passé pas mal de choses cette semaine. Et entre autres, Honeywell qui a annoncé un ordinateur quantique qui serait le plus puissant du monde. Alors déjà, c'est quoi Honeywell, Olivier? Je me souvenais de ce nom-là comme ça vaguement, mais j'avais même pas idée qu'ils étaient dans le quantique. Bah, Honeywell, les Français s'en rappellent parce qu'il y avait eu l'histoire d'Honeywell Bull, qui était une fusion d'entreprises françaises et américaines. Alors Honeywell, aujourd'hui, c'est une entreprise industrielle qui est présente dans tout un tas de business dans l'espace, dans l'aviation, qui fournit des sous-systèmes, de l'ingénierie, qui est extrêmement polyvalente. C'est quand même une boîte qui fait plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est pas rien quand même, hein, C'est pas 40 rien, milliards. ouais. Bah, 40 milliards, c'est l'équivalent de Faurecia plus Valeo, pour donner un ordre de grandeur, hein. Donc c'est C'est pas honnête, rien. c'est honnête. Il y en a qui pensaient qu'ils avaient disparu. Et ils sont présents aussi dans la cryogénie, ils sont présents dans les semi-conducteurs, ils sont présents dans les capteurs. Donc c'est une entreprise industrielle qui est très intéressante, bon, qui bosse visiblement beaucoup pour le complexe militaire-industriel américain, Mhm. mais qui à ce titre-là cherche à se renouveler. Et ils ont effectivement décidé il y a 4 ans de se lancer dans le quantique. Ils l'ont fait de manière assez discrète, hein. Ils communiquaient très peu jusqu'à l'année dernière. Même si dans les milieux informés, on savait qu'ils étaient investis dans le champ des ions piégés. Mhm. Mais ils étaient très très discrets. Et là, tout d'un coup, ils ont fait une annonce, alors qu'il y a d'abord eu lieu sous forme d'une conférence qu'ils ont réalisée en décembre dernier. Et après, ce fameux communiqué de presse qui date précisément, je crois, du 2 mars dernier. Donc c'était il y a 2 semaines, en fait. Oui, 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 mais c'est dans l'actu. Comme on vient tous les 15 jours, on ne pouvait pas en parler le week-end dernier, hein. Exactement, exactement. Donc, oui, donc du coup, ils font une communication, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu exagérée, cette communication, hein, Olivier? Est-ce que c'est de la Bah, vraie communication, hein? ce qui est assez marrant, c'est de voir la différence entre la communication des scientifiques sur le sujet, Mhm. qui est lié à un papier qu'ils ont publié sur Arxiv, donc qui n'a pas encore été revu par un comité d'auteurs, mais qui est quand même un vrai papier scientifique, qui décrit ce qu'ils ont fait, qui ne contient pas du tout je dirais, d'expression dithyrambique. Et puis la com officielle de la boîte, probablement pilotée par son CEO en mal d'informations positives pour peut-être remonter le cours de la bourse de la boîte, qui là dit, voilà, on a créé l'ordinateur le plus puissant du monde, il double la puissance par rapport à ce qui se faisait de mieux, qui était chez IBM, lié à une de leurs annonces qui datait du CES d'ailleurs, le fameux Q-System One à 28 qubits, très fiable, qu'IBM avait annoncé donc en janvier. Et alors là, bah, évidemment, j'ai essayé de creuser. Bon, alors justement. J'ai essayé de creuser. Alors, en fait, on peut creuser l'annonce sous 2 angles. Mhm. La première, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que ce foutu volume quantique d'IBM, qui est quand même qui est intéressant conceptuellement, mais qui est une espèce d'artifice marketing qui résume les capacités d'un ordinateur quantique à un seul chiffre, Mhm. qui en règle générale a une puissance de 2, alors c'est souvent 16, 32, 64, même si on peut avoir d'autres chiffres qui sont des multiples de 2, mais pas forcément des puissances de 2, et c'est un chiffre qui est censé donner une idée de la puissance. Mais c'est un peu comme si je te disais que ton smartphone, il a une puissance de 43, si tu veux. Non, mais tu serais bien Pas lancé. 42, j'aurais Non, mais préféré 42. et toi, tu aurais 42, pourquoi pas. Mais toi, tu me dirais, oui, mais quelle est la taille de l'écran, combien il y a de mémoire, est-ce que le processeur, il a X cœurs ou pas. Tu aurais envie de savoir un peu plus que 42 ou 43 Ouais. pour la puissance de ton smartphone. Pareil pour ton Mac ou ton PC. Tu as envie de savoir quelle est sa capacité de stockage, quelle est sa capacité de calcul. Parfois, tu peux avoir beaucoup de stockage, mais moins de calcul, ou le contraire. Donc, en fait, résumer la performance d'une machine à un chiffre, c'est un peu bizarre. Et alors, ce chiffre-là, il se trouve que c'est un chiffre qui agglomère 2 principales données de performance d'un ordinateur quantique. D'un côté, le nombre de qubits, dont on sait qu'il est quand même important pour qualifier la capacité de calcul, Ouais. mais de l'autre, en gros, ce qu'on appelle dans le jargon de la programmation quantique, la profondeur de calcul, c'est-à-dire combien de portes on va pouvoir enchaîner dans le calcul pour faire un algorithme finalement plus ou moins long, quoi. Mhm. Alors, si on est cantonné à
un petit nombre de portes, on va pouvoir être limité en nombre de calculs, en type d'algorithme, on va pouvoir exécuter. Si par contre, on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques, on va pouvoir avoir un choix plus large d'algorithmes. Alors, il se trouve qu'il y a des algorithmes qui se satisfont de peu de portes, et puis d'autres qui ont besoin de beaucoup de portes. Alors, typiquement, l'algorithme de, si je ne m'abuse, l'algorithme de Deutsch-Josa, qui est assez peu utilisé et qui ne sert pas à grand-chose, il se satisfait d'un petit nombre de portes. Et par contre, le fameux algorithme de Peter Shor, qui permet de factoriser des nombres entiers, qui casse les clés RSA, lui, il a besoin d'un grand nombre de portes par rapport au nombre de qubits. Donc en fait, ça permet d'avoir une idée des deux à la fois. Sauf que si je te dis qu'un ordinateur quantique fait 64, tu seras incapable d'en déduire le nombre de qubits et la profondeur en nombre de portes. Donc tu es obligé de revenir quand même aux détails qui permettent de calculer ce truc-là, quoi. Forcément. Bon, bref, c'est un truc qui est assez contesté par l'industrie. Il n'y a que 2 sociétés qui ont accepté d'utiliser le quantum volume comme un métrique de mesure de la performance. C'est IBM qui l'a créé et Honeywell qui l'a adopté parce que ça les arrangeait un petit peu. Bon, voilà. Okay. Alors derrière, une fois qu'on a gratté derrière ça, qui fait l'objet de la moitié de mon article sur le sujet que j'ai publié cette semaine, il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont fait de bien. Alors heureusement, les scientifiques de Honeywell ont quand même fait quelque chose de bien. Ouais, parle-nous des progrès, réels accomplis. Ils ont accompli des progrès réels. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ils ont mis en œuvre une idée qui date d'il y a 18 ans, qui avait été publié dans un papier d'un certain Dave Wineland, qui bossait au NIST, il me semble, qui est l'organisme de standardisation américain. Et ce papier de 2002, il émettait l'idée de créer des qubits à base de ions piégés, qui sont des atomes à qui il manque un électron, et en les faisant circuler dans des circuits. Et sauf que depuis, beaucoup de chercheurs avaient abandonné cette idée-là et avaient eu l'idée de les piéger magnétiquement, mais sans forcément les faire bouger. Et donc, Honeywell est allé jusqu'au bout de cette idée d'il y a 18 ans, et ils ont mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler de manière vulgaire des qubits atomiques volants. J'exagère un peu en disant ça, mais en gros, voilà, ils ont des qubits, c'est des atomes à qui il manque un électron, c'est des ions piégés, et ces ions, ils les déplacent avec des électrodes sur un circuit, sur une règle, en fait. Ils les font avancer, reculer, et ils sont capables, comme ça, de les déplacer d'endroit en endroit. Et à certains endroits, ils leur font faire des opérations quantiques qui sont des portes quantiques, soit à un seul qubit, soit à 2 qubits. Et ils sont capables de les intervertir et comme ça, de les faire circuler dans un circuit. Bon, alors c'est assez intéressant parce que ça donne beaucoup de souplesse pour la programmation et ça permet de faire des calculs assez puissants. Donc la performance, elle était là, elle était dans la capacité à déplacer des qubits sur un circuit et aussi à les rendre plus fiables. Parce que qui dit plus fiable, dit effectivement capacité à exécuter un plus grand nombre de portes quantiques et donc d'augmenter ce fameux volume quantique d'IBM. Alors la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Déjà, est-ce que c'est scalable? Ils disent que c'est scalable, mais pour l'instant, ils en sont à 4 qubits. Et d'ailleurs, en termes de communication, Honeywell, c'est quand même des gros fumistes parce qu'ils ont dit qu'ils allaient atteindre la puissance la plus de l'ordinateur le plus puissant du monde. Sauf que le papier qui a été publié, il est sur 4 qubits et le volume quantique qu'ils ont obtenu, il est de la moitié du meilleur cas d'IBM. Et ils disent qu'en passant à 6 qubits, d'ici 3 mois, ils sont censés doubler la performance par rapport à IBM. Donc, en gros, ils ont vendu à crédit, si tu veux. Hein. Ils ont annoncé qu'ils allaient être les meilleurs du monde dans 3 mois. Donc, en termes de com, c'est quand même chaud, quoi. Je trouve que c'est un peu exagéré. Et alors, ce que m'ont dit des physiciens à qui j'en ai parlé, notamment Patrice Berthet, qui bosse CEA, qui m'a aidé à valider les éléments scientifiques du papier, il dit que en fait, la quasi-totalité des promesses de scalabilité, pour l'instant, elles n'ont pas été tenues, quoi. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de réaliser une expérience à une petite échelle et après de la faire à une plus grande échelle. Parce que dès qu'on augmente le nombre de qubits dans un ordinateur quantique, on se heurte à des problèmes d'intrication, des problèmes de physique, des problèmes de fiabilité. Et le chemin entre 4 et 6 c'est peut-être aussi dur que de 0 à 4. Quoi. Donc, c'est pas dit qu'ils le fassent en 3 mois. Quoi. Okay. Donc, voilà. Alors, par contre, la performance de Honeywell, malgré qu'on peut en déduire en grattant un peu derrière, en se rendant compte que c'est pas aussi extraordinaire que ça donne quand même des leçons pour nous, pour les Français. Oui. Parce que justement. Les Français aussi, ils veulent... en taille d'investissement, d'efforts et tout, raconte-nous. Voilà, on aimerait bien en France aussi créer des architectures scalables, qu'elles soient à base d'atomes froids, de photonique ou de silicium, et il y a plusieurs labos qui travaillent dessus. Alors, moi, la leçon que j'en tire, elle est triple. Premier point,
Honeywell est parti de zéro il y a 4 ans. Mm. Et en 4 ans, ils ont réussi quand même à faire quelque chose qui n'est pas négligeable, même si la communication l'a exagéré. Deuxième point, on se rend compte que pour réussir cette prouesse, ils ont été amenés à rassembler énormément de compétences différentes en ingénierie, donc aussi bien en création de circuits, en physique fondamentale, en ingénierie côté cryostat. En gros, ils ont rassemblé beaucoup de disciplines différentes pour faire ça. Et ça représentait une centaine de personnes. Mhm. Donc c'est intéressant en termes de dimensionnement. On a une idée de ce qu'il faut pour faire quelque chose de significatif à l'échelle mondiale. Et il y a un autre point qui m'a semblé pertinent, c'est que je me suis amusé, ça c'est très personnel, je me suis amusé à regarder le profil de chacun des auteurs du papier en question. Il y en avait comme une quinzaine, donc j'ai pris un par un, j'ai été regarder sur LinkedIn d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Première chose, et il y en a la moitié qui venaient du même endroit, qui est l'université du Colorado. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Alors, la raison, elle est simple, c'est que le labo d'Honeywell, il est basé là. Mhm. Il n'est pas loin de Denver, donc dans le Colorado. Donc, ils ont recruté localement une partie des gens. Mais le deuxième point, c'est qu'une partie de ces gens-là, ils ont bossé dans un labo du NIST, qui est ce fameux organisme américain qui travaille sur la standardisation, mais qui est investi sur le quantique. Et il se trouve que ce labo du NIST, il est aussi à Denver, dans le Colorado. Donc, en fait, tu as une réutilisation de compétences qui vient de l'université, d'un investissement public fédéral qui aboutit dans une entreprise privée, et au même endroit, pour la moitié des gens de l'équipe. Donc, c'est quand même intéressant du point de vue de la cinématique de l'innovation. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment, et beaucoup d'analystes économiques l'ont bien montré, on sait que l'innovation, quand elle vient du privé, elle vient souvent aussi du secteur public. Donc, il y a quand même un lien fort entre les deux. Donc, il ne faut pas croire que c'est Honeywell qui a inventé ça comme ça, from scratch. Et j'ai découvert aussi qu'une partie de l'équipe, ce sont des anciens collègues de Dave Wineland, le fameux mec qui a fait le papier en 2002. Et ce sont aussi des anciens de l'Université du Maryland qui bossent dont une partie bosse dans une start-up qui s'appelle IonQ, qui en fait est le concurrent d'Honeywell sur les ions piégés, le gros concurrent américain dans les ions piégés. Donc c'est très intéressant de voir qui bosse avec qui vient d'où, pour comprendre un peu ce qui se passe. En tout cas, ça montre qu'en termes de taille d'investissement, c'est pas inabordable. Ouais. Et la France pourrait réussir dans d'autres filières avec un investissement équivalent qui est tout à fait à la portée de la France et de l'Europe. Bon, bah écoute, c'est une bonne chose. On va enchaîner avec la suite pour essayer de rester dans le timing, avec les événements qui se sont passés. Alors le premier, c'était le 3 mars dernier, c'était un panel avec quelques femmes du numérique, avec 3 de nos grandes 5 scientifiques du quantique. Donc, il y avait Elam Kachefi, il y avait Pascal Sonnellard et puis il y avait Alexia Ofev qui était présente. Et c'est toi qui l'as animé. Et c'est moi qui l'ai animé, qui leur ai posé plein de questions. Alors qu'est-ce que tu en as tiré justement de ce débat ? Eh ben que c'est hyper intéressant de voir que alors elles sont toutes dans la photonique quelque part. Hein, on peut. C'est un de leurs points communs, oui. Voilà, c'est une des filières qui est donc intéressante à suivre sur ces 3-là. Mais c'est surtout toute cette entraide et cette comment dire, il y a un dynamisme chez ces femmes qui est incroyable. Je vous invite à regarder la table ronde, elle a été enregistrée et d'ailleurs je lance à partir de la fin du week-end une page donc sur fanny'sparty.com/quantum. Vous aurez toutes les confs et tout ce qu'on a fait sur le quantique et les podcasts. Je vais tout regrouper sur cette page-là. Donc allez la voir. Mais c'est de voir que voilà, toutes ces femmes, elles ont une vraie carrière, sont vraiment elles sont reconnues internationalement, elles sont vraiment expertes et fans de ce qu'elles font. Elles sont toutes passionnées par ce qu'elles font. Moi, c'est ça aussi, hein, quand on voit Pascal qui raconte comment elle a découvert son premier photon parfait et comment ça continue à la fasciner 30 ans après. Moi, je suis épatée. Hein. Donc voilà, mais on a des femmes qui ne sont pas des femmes de second plan, qui ne sont pas des quotas, ce sont des vrais scientifiques et elles sont là et elles sont en train de changer la donne. Et elles sont françaises, donc quoi, en tout cas, elles bossent dans la recherche française. Dans les 3, il y en a 2 donc Alexia et Pascal, qui coordonnent les fameux écosystèmes, les hubs quantiques, l'un à Saclay, l'autre à Grenoble, qui sont en devenir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que pour côté financement, pour que ça puisse marcher. Donc ça, c'est un rôle
coordination hein, et qui est compliquée parce qu'il faut mettre d'accord plein de labos et c'est beaucoup de travail. Et de l'autre côté, tu en as deux entrepreneuses, Pascal et puis Elam. Donc Oui, ça montre elle bien. lance en plus des Ouais. startups et ça, c'est nouveau pour des scientifiques de créer. C'est être chercheur et créer aussi une startup à partir de ses recherches. C'est pas Euh, nouveau, c'est pas nouveau. Pour les scientifiques, c'est plutôt rare dans le quantique parce qu'on a environ une oui. quinzaine de startups en France. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement la capacité à le faire sur un domaine qui est, je dirais, avant-gardiste, sur un Mhm. domaine où les marchés ne sont pas forcément immédiats quand on démarre. Et il se trouve que dans le cas de Pascal, elle a déjà vendu ses sources de photons. Hein. Enfin, la startup a déjà vendu des sources de photons, donc il y a déjà un marché, même si c'est un marché de taille encore limitée au marché de la C'est un recherche. marché de niche Hein, de de niche pour recherche l'instant. scientifique, quoi, ouais. Et là, mais elle est en train de créer tout un middleware de gestion de télécommunications et de cryptographie avec une stratégie mélangeant architecture matérielle et logiciel qui est très ambitieuse. Donc, dans les deux cas, c'est intéressant, quoi. Bon, donc, de toute façon, on est amené à les revoir, ces charmantes dames. On n'a pas fini d'en entendre parler, c'est sûr. Exactement. Et d'ailleurs, pour mieux vous les faire connaître, on s'est aussi amusé à lancer un podcast avec French Web qui s'appelle Décode Quantum avec Tout à Richard fait. Menveux. Et le premier est déjà en ligne, c'est celui avec Pascal Sonnellard, donc le premier. Vous aurez le prochain avec Alexia Ofève incessamment sous peu. Et donc justement, elles racontent leur parcours et ce qu'elles font en détail aussi, en plus, encore plus loin que ce qu'on a pu voir dans la table ronde où elles échangeaient. Et c'est bien parce que ça correspond à un mode de média, moi, que j'aime bien. Oui. C'est les formats longs. Parce que faire On des peut interviews en 30 parler minutes sur plus de le 15 quantique, minutes. voilà. Et ces formats de podcasts qu'on a enregistrés, ils font tous plus de 40 minutes, ce qui permet vraiment d'aller en profondeur sur leur parcours, sur ce qu'elles font. Et puis il y a la troisième qu'on a enregistrée cette semaine, qui est Eleni Diamanti. Exactement. Donc voilà, c'est le début d'une très longue série, hein. On en a beaucoup à faire. Il n'y aura pas que les femmes d'ailleurs, après on fera les hommes, on fait d'abord les Je crois femmes. qu'on a prévu, oui, oui, on a prévu une trentaine d'interviews, c'est ça au Ouais, total? si on arrive à aller jusqu'au bout, c'est une Si on trentaine. arrive à tous les Ouais, ouais, attraper, ouais. voilà, vous aurez au On en moins. fera peut-être quelques-uns à distance d'ailleurs. Ah bah quarantaine oblige, Ouais, on va essayer de s'organiser pour les enregistrer à distance, ouais. exactement. Mais bon, parler, tu vois, on arrive à le faire à distance, c'est ça qui est génial. Merci Internet, tant qu'on a le réseau qui tient, on peut continuer Exactement. à Ouais, ouais. échanger et vous allez avoir le temps de nous écouter si vous êtes enfermés, c'est fabuleux. Alors, un autre événement qui a eu lieu aussi, c'est le Crypto Quantum Event de la BPI et de Cantonation. Tout à C'était fait, ça avait lieu mercredi dernier. mercredi dernier. C'est le dernier événement quantique, à ma connaissance, avant le blackout, quoi. Ouais. Hein. Et je pense qu'on s'en rappellera pour ça, entre autres. Oui, parce qu'à un moment donné, quand tout s'arrête, tu te rappelles du dernier. Après, tu te rappelleras du premier qui redémarrera, quoi, C'était ta j'espère. dernière sortie publique, ouais, voilà. Ah, voilà, en l'occurrence, j'intervenais pas dans cet événement. Non. Et l'événement était intéressant parce qu'il était focalisé sur les questions de cryptographie quantique. Et alors, j'ai pas noté tout ce qui s'y est dit en détail, mais il y avait d'abord une présentation introductive de Emmanuel Kiva, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est directeur de l'Agence de l'innovation de la défense, Mhm. qui, alors certains l'assimilent à la DARPA française, mais lui, il s'en défend, il dit que c'est pas une DARPA à la française, c'est une agence qui est censée effectivement faire de l'innovation en complément de ce qui se passe à la DGA dans le ministère des Armées, et donc qui s'intéresse au quantique à ce titre-là. Et Emmanuel a en gros fait un tour d'horizon des enjeux côté armée de ce côté-là, en montrant que l'armée d'ailleurs devait s'intéresser à tous les sujets du quantique, hein, aussi bien la partie mesure de précision, la métrologie, Ouais. que la partie évidemment crypto, quelles que soient les technologies qu'on va utiliser, et puis aussi le calcul qui peut avoir un impact sur différents métiers dans les armées. Il y avait une Mhm. intervention aussi de Cryptonex, qui est la start-up française, je dirais, spécialisée dans la cryptographie qui résiste à l'ordinateur quantique. Alors, le terme technique utilisé souvent, c'est la PQC, la Post-Quantum Crypto. Ils n'aiment pas trop ça hein, chez Cryptonex, ils préféreraient dire Quantum Safe, c'est-à-dire Ouais. qui résiste à l'ordinateur quantique. Il y avait une table ronde aussi avec Eleni Diamanti, avec Philippe Duluc d'Atos. Bon, c'est intéressant et surtout, c'est intéressant de voir se réunir l'écosystème du quantique français régulièrement. Là, il y avait au moins 80 personnes, si je me rappelle bien. Mhm. Et alors que c'était une période entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on sentait que les événements allaient s'arrêter bientôt, quoi. Donc voilà. Et j'espère que le prochain événement aura lieu pas trop tard, mais je crains que ce soit pas avant mai maintenant, hein. C'est au train où vont les choses.
Moi, je dirais même que jusqu'à fin juin, ça va être très compliqué. Mais bon, on va Voilà, voir. on Et va d'ailleurs, en voir. parlant de fin juin, Oui, il est ouais. censé y avoir Vivatech. Et là, cette semaine, ça a fait. Il y a un petit article qui t'a fait un peu dire ouais, quoi encore, machin. C'était l'étude, quoi, la pseudo-étude de McKinsey et de son fameux trillion de dollars du quantique. Ça permettrait de rendre très riche plein de gens, en fait. Alors, parle-nous-en un petit peu de ce fameux papier, de cette étude. Bon, d'abord, il faut décrire le contexte. En fait, l'équipe de Vivatech a souhaité confirmer l'événement qui a lieu, je ne sais plus, entre le 12-13, autour du 12-13 juin, donc c'est plutôt début juin. Donc, on est quand même un peu suspendu à l'issue de l'épidémie, là. Et ils ont voulu mettre l'accent sur les deep tech. Donc, ils n'ont pas parlé que de quantique, hein, ils ont parlé des deep tech en général. Et dans ce contexte-là, ils ont mis en avant une étude qui avait été commandée à McKinsey Mhm. sur les perspectives de marché du quantique. Et là, on est dans un scénario qui est assez courant, qu'on a connu par le passé, sur les objets connectés. Moi, je l'ai connu il y a 7-8 ans. Tout à fait. On a connu il y a 4-5 ans sur l'IA, et où on voit les analystes évaluer la taille de marché, mais en confondant les choux et les carottes. Alors, je m'explique. Ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils évaluent la taille d'un marché, non pas sur le marché des technologies correspondantes, mais sur le marché de leur usage. Et donc, ça donne des chiffres qui sont monstrueux. 1 trillion de dollars pour le quantique, tu dis, mais c'est bizarre, parce que moi, toutes les études que j'avais vues jusqu'à il y a peu de temps, c'était des études qui chiffraient le marché des technologies quantiques à quelques dizaines de milliards maximum. Mhm. Je crois, dans 10 à 15 ans, c'était 10 milliards, quoi, dans les scénarios optimistes. Donc, quand tu vois un truc qui fait x100, tu te dis, ah, il y a un os. Bah, la raison, elle est simple, c'est que si tu intègres dans le marché du quantique le chiffre d'affaires de toutes les boîtes de pharmacie, de banques et des transports et autres logisticiens qui potentiellement peuvent faire appel au quantique, tu te retrouves effectivement avec 1 trillion de dollars. Mais c'est comme si, c'est comme si tu disais que le marché du logiciel, c'est le marché de toutes les entreprises qui utilisent du logiciel. Donc, en France, ça ferait peut-être presque tout le PIB, quoi. Mm. Donc, si tu veux, tu fais ça à l'échelle mondiale, tu prends toutes les entreprises où il y a un ordinateur, tu dis, voilà, le marché du logiciel, c'est le PIB mondial, moins les gens qui n'ont pas d'ordinateur, quoi. Mm. Donc, tu obtiens des chiffres délirants. Bon, alors c'est intéressant parce que ça permet de communiquer au marché que c'est un marché intéressant. Ça permet de rappeler aussi aux entreprises utilisatrices qu'il faut qu'elles s'intéressent au sujet. Mm. Mais franchement, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire, quoi. Donc, bref, comme d'habitude, je suis toujours mi-figue, mi-raisin. J'ai tendance à dire que c'est bien pour la communication, mais il faut quand même regarder dedans ce qu'il y a et Non, à mais quoi ça correspond, quoi. potentiellement, c'est vrai qu'il va y avoir un marché, que ça va être intéressant. Mais là, c'est vrai que le chiffre était. Non, mais surtout, ce que tu ne sais pas, et les analystes, évidemment, heureusement, sont prudents, c'est que tu ne sais pas du tout quel est le rythme de décollage de ce marché-là, puisque ça dépend d'une incertitude qui est encore scientifique. Ouais. C'est-à-dire que le trillion de dollars, il se matérialisera le jour, où, effectivement, on sera capable de réaliser des ordinateurs d'une certaine puissance, une puissance plutôt très élevée qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Certains appellent ça le ordinateur quantique qui marche. C'est une expression extrêmement simpliste, évidemment, puisque les ordinateurs quantiques vont progresser régulièrement dans les 20 ans qui viennent. Il n'y aura pas tout d'un coup un jour où on va passer de ça marche pas à ça marche. On va sans arrêt avoir des progrès, comme le cas d'Honeywell dont on a parlé tout à l'heure. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, d'année en année, on verra en gros les capacités de traitement et les capacités d'exécution de nouvelles applications s'élargir. Et si on prend par exemple le cas de la chimie, on sera capable petit à petit de simuler des molécules de plus en plus complexes. Mais on ne va Mm. pas passer du rien au tout, quoi. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, pour les entreprises notamment, Ouais. qui sont en train de commencer à évaluer les technologies quantiques. Mm, mm. Mm. Step by step, comme on dit. Alors, pour revenir à l'actualité, il nous reste allé encore 2 minutes. Olivier, va-t-on pouvoir le Oui, peut-être. parler du quantique et du virus? Est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble ou pas? Non, en vrai, c'est quoi le rôle de la science face au coronavirus? Quel est le timing du progrès scientifique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça? Comment ça pourrait évoluer? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, j'en pense qu'il est un peu tôt parce qu'on ne peut pas calculer grand-chose, mais c'est vrai que si on pouvait faire des simulations de la propagation du virus ou mieux étudier la façon dont il est composé et comment il pourrait muter, simuler ses mutations, ça pourrait prévenir pas mal de choses et anticiper le genre de situation dans laquelle on est aujourd'hui. On n'y est pas, hein, clairement, mais en tout cas, ça pourrait servir, je pense. Je pense que tu acquiesces là-dessus. Et Non, comme ce on qui est n'y est pas, sûr, qu'est-ce qu'on a comme outil actuellement? voilà, ce qui est sûr, c'est Bordel que la d'IA. science, évidemment, joue un rôle important dans le traitement de cette épidémie.
À plein de niveaux. Alors, moi, je me suis intéressé à la comparaison entre les épidémies précédentes, le SARS et H1N1. Ah, c'est Et bien. ce que j'ai vu, c'est que sur une quinzaine d'années, il y a vraiment eu des progrès scientifiques majeurs qui ont permis d'accélérer certaines choses. Par exemple, on a été capable de plus rapidement séquencer l'ARN, puisque c'est un ARN Oui. de ce virus. On a été capable de modéliser en 3 dimensions la protéine qui est dans sa périphérie, qui l'accroche aux cellules. Mhm. Et on a été capable de le modéliser en 3D. Et ça, c'est un mélange de techniques classiques et de techniques à base de technologie numérique. Il y a vraiment eu beaucoup de combinaisons de sciences et de notamment de technologie numérique pour y arriver. Il y a des tests qui sont faits maintenant, enfin pas des tests, des évaluations qui sont faites qui essayent d'évaluer comment dire, le potentiel de morbidité du virus en fonction du terrain de santé des patients à Oui. base de machine learning. Donc voilà, on est dans un monde où le politique est face à la data, face à la science. On voit bien la différence d'ailleurs entre ceux des pays qui se sont vraiment appuyés sur les données scientifiques pour décider de leur politique de mobilisation, Mm. comme la quarantaine qu'on a en ce moment. Oui. Ceux des pays qui ont négligé la dimension scientifique, comme les États-Unis, sont peut-être en mauvaise passe. En tout cas, on le voit en ce moment avec les atermoiements de l'administration Trump qui sont quand même presque comiques, tellement c'est du grand n'importe quoi, quoi. Le fait C'est une comique que triste, hein, mais bon, bah, c'est oui. un comique triste, c'est-à-dire que le président Trump, il croyait que ça allait partir comme ça, en claquant des doigts, que tout était sous contrôle, et il n'avait jamais vu ce que c'était qu'une exponentielle, quoi, donc ni une viralité. Donc c'était la science vaudou dans sa tête. Mm. Et là, ils sont en train de récupérer le coup. Heureusement, il y a des gens compétents dans le Dans son pays. entourage, ouais. Dans l'entourage, je ne sais pas, mais au moins dans le domaine scientifique et dans les États. Et bon, en Europe, on n'a pas été finalement bien meilleur que les Américains, malgré un système politique qui est moins pollué que par Trump. En France, on a pris du retard dans la mobilisation. On Oui, on aurait pu a, commencer plus tôt. on On a aurait perdu pu. quelques jours, visiblement, face à ce qui se passe en Italie. Bon, c'est difficile, hein. Moi, je suis comme tout le monde, hein. Je passe mon temps en ce moment à lire tout ce qui se dit sur le sujet. Tu peux pas avoir un avis purement binaire. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est compliqué. Il y a plein de données à digérer. Il y a des informations fausses qui circulent aussi. Il y a des mails et des chaînes de Oui, mails qui on a circulent. débunké des mails hier, hein, et d'ailleurs Ouais, ouais. l'AFP a suivi dans la journée puisque ça a dû être, Et c'est d'ailleurs, arrivé. ce qui rend difficile le traitement de ces informations qui circulent dans les réseaux sociaux, c'est que très souvent, c'est pas entièrement faux. C'est un mélange de Ouais. vrai et de faux. Donc, tu peux être trompé par ce mélange. Quelqu'un qui te dit oui, il faut se laver les mains et qui mélange ça avec oui, mais en fait, au-delà de 27 degrés, le virus, il survit Voilà. pas. Tu Puis dis mets-toi au bon, soleil, ça marche. Alors en voilà, sachant que c'est alors, pas le soleil, c'est plutôt les UV qui tueraient le virus, mais voilà, encore on faut-il sait rien. avoir le bon dosage. Et vu la saison, on n'a pas beaucoup d'UV Et cette année. ah bah, ça dépend des pays et de la latitude, mais bon, en gros, il y a beaucoup d'informations qui sont pas substantiées par des rapports scientifiques qui Ouais. circulent. Et donc, en gros, il faut, comment dire, communiquer auprès des lecteurs les règles qui permettent d'identifier ces mauvaises informations. Alors typiquement, quand tu reçois un mail qui dit oui, une amie d'un D'un chercheur, d'un chercheur. labo qui n'est pas nommé avec aucun lien et aucune trace, c'est sûr que c'est pipeau, quoi. Et s'il n'y a pas un lien sur l'OMS ou un ministère de la Santé ou un laboratoire ou des publications scientifiques, il y a de fortes chances que ce soit pas très sérieux et que ce soit un hoax. Alors la question que je me pose, c'est quelle est la motivation des gens qui ont créé ces espèces de consolidation d'informations. Il n'y a pas d'objectif commercial derrière, c'est pas Non, clair. c'est pas saturation du réseau, Euh, embrouiller les En gens. tout cas, on est vraiment dans un cas de figure où la science doit jouer un rôle. Mm. On est dans un cas où il faut prendre les choses au sérieux, d'où le fait qu'il faut s'isoler. Et c'est quand même si c'est difficile à accepter et que c'est pas facile à mettre en place partout, il faut accepter cette isolation et comprendre que l'isolation, elle doit être totale, hein. C'est pas je m'isole et de temps en temps je vais voir des gens, parce que sinon tu remets à zéro le compteur à chaque fois de la quarantaine. Ouais, Donc le risque de la quarantaine. Ouais. Et en fait, voilà quoi. juste pour expliquer tout bêtement aussi, parce qu'on l'a vu beaucoup passer, c'est la fameuse. Il y a deux courbes. Il y en a une qui fait un pic et il y en a une qui est un peu plus flat, qui est un peu plus plate. Flatten the curve, ouais, ouais. Voilà. Et pourquoi, et on va dire, je pense qu'on peut dire, nous, pourquoi on a décidé de rester chez nous en vraie quarantaine. Et on va essayer de négocier avec nos proches de le respecter. C'est Exactement, pas ouais. toujours gagné parce on est souvent pas seul chez soi. C'est que en fait, c'est pas pour ne pas l'attraper globalement, hein, en tout Ça cas sert pas un peu dans. à ça quand même, mais bon. Ça sent pas ça. Non, c'est que
globalement, ça pourrait ne pas être dangereux, en tout cas pour moi, peut-être plus pour toi, parce que tu fais partie des plus de 55 ans. Oui, exactement. Euh, mais en fait, c'est surtout d'arriver à ce que ça se propage moins vite. Pourquoi? Parce que on l'a vu et on le voit en Italie, il y a vraiment des cris d'alerte qui sont poignants, hein, il y a des témoignages qui sont vraiment difficiles. On a un nombre de lits limité dans les hôpitaux pour accueillir les pathologies graves. Et si on en a trop d'un coup, parce qu'on est tous dehors à se refiler le truc trop vite, l'épidémie passera plus vite, en effet, mais par contre, on aura plus de morts parce qu'on n'aura pas pu traiter, on n'aura pas assez de lits pour accueillir toutes les pathologies graves parce qu'il y en aura un certain pourcentage. Et on ne sait pas encore qui c'est. Il y a un des médecins de l'hôpital Bichat qui disait hier qu'ils avaient même des patients de 23 et 24 ans en pathologie grave. Ils ne savent pas si c'est lié à la génétique, à un problème de maladie ou si c'est en random. Mais du coup, c'est à prendre au sérieux et c'est se dire on risque de l'attraper à un moment ou à un autre, mais c'est bien si on l'étale dans le temps pour qu'on ait assez de lits tout le temps pour les gens qui seront en détresse respiratoire et qu'il faut pouvoir traiter. Alors, j'ai quand même trouvé une contradiction sur cette histoire-là, qui est dans un article. Comment? Dis pas le doute, Olivier, on vient d'expliquer un truc sérieux. Non, mais c'est très sérieux. Mais en fait, l'histoire, elle est la suivante, c'est que compte tenu des rythmes de progression, même en aplatissant la courbe, on va saturer les capacités hospitalières. Bon, c'est pas très réjouissant, mais dans beaucoup de pays européens, on risque d'être dans cette situation-là, même en aplatissant. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire sérieusement et pas à moitié. Voilà. C'est que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il y aura des morts. Il y en aura peut-être moins que pour la grippe, comme certains disent, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'on peut éviter ça et surtout, même le personnel médical, il va morfler, ils vont être sur le pied de guerre tout le temps, il va falloir traiter. Il y a des gens qui ont d'autres pathologies, ceux qui font des AVC, des infarctus, etc. Il va falloir pouvoir continuer à les traiter et eux aussi, ils vont se retrouver à ne pas avoir de place. C'est pas parce que vous vous en foutez de la grippe que vous n'aurez pas une autre pathologie qui ne va pas vous emmener à l'hôpital. Et si vous n'avez pas de place, vous ferez la gueule. Donc, c'est plus prendre en compte ça, c'est comment on aide le système à être le mieux possible. Il va y avoir des morts, ça c'est sûr, c'est triste, mais bon, c'est la loi de la nature. Le truc, c'est comment on fait chacun en son âme et conscience de se mobiliser, de minimiser le truc. Et en tout cas, on n'a pas la science infuse. Il faut passer son temps à se documenter, il faut chercher des sources sérieuses et il faut être responsable à la fois individuellement et collectivement. Et c'est ça notre taf aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. Et j'ai bien aimé la petite image qui circulait qui dit sauver des vies. Pour une fois, c'est pas difficile. Restez chez vous et regardez Netflix. C'est pas loin, mais profitez de vos proches, faites des trucs que vous pouvez pas faire. Et puis, on peut bosser de chez soi aussi pour beaucoup. Après, il y a tous ceux qui n'ont pas le choix, qui sont dans les domaines médicaux, les transports, à qui on va mettre en place tout un système pour faire des rotations. Et hélas, ces gens-là vont quand même aussi obligés d'aller bosser. Et merci à eux de le faire et de pas se désengager là-dessus. Mais tous ceux qui ont le choix, qui sont dans la prestation de service, voilà, petite prise de conscience pour une fois. C'est cool. Pour une fois, on peut rester chez soi, il fait beau. Je profite du soleil derrière ma fenêtre. Et vivement que ça se termine quand même. Ouais, qu'on puisse se retrouver en vrai parce qu'on apprécie. C'est quand même mieux. Hein, c'est quand même mieux. Voilà, mais j'espère pouvoir revoir tout le monde vivant. Et tiens, aussi un dernier truc. D'ailleurs, c'est la prise de conscience, parce que là, moi, c'est ce que je te disais hier par téléphone, j'ai pas encore quelqu'un de mon entourage qui m'a annoncé directement qu'il l'avait. Et j'avoue que c'est surprenant, que ça fait comme la théorie du complot, ouais, mais en fait, personne l'a. Sauf t'es pas au courant en fait, c'est... Mais je pense qu'il va y avoir une vraie prise de conscience quand on va commencer à avoir des proches touchés. Ou des gens connus, quoi. Et des gens avec des tranches d'âge sur lesquelles on se disait ils n'ont pas 80 ans passés. Et j'aimerais bien qu'on ne l'atteigne pas. Mais le jour où on l'atteindra, si ça arrive, ça sera un deuxième choc, en fait. Ça permettra peut-être à une partie de la population de prendre conscience du risque. Alors qu'aujourd'hui, le risque, il est quand même un peu distant. C'est un peu comme la notion de mort kilométrique dans le journalisme. Il s'est à la fois proche et distant. C'est proche parce qu'il y a des morts en France, mais c'est distant parce qu'on n'en entend pas encore parler dans son entourage immédiat. Et donc, il va probablement y avoir un petit changement de braquet médiatique quand on atteindra ce stade-là. Et j'espère qu'on ne l'atteindra pas, mais c'est quand même plausible. Voilà. Ouais. Écoute, j'espère qu'on se trompe, mais voilà. Nous, on va rester chez nous en attendant.
Et, Ok. Et on va faire et du voilà. quantique. Voilà, on se refera peut-être un podcast la semaine prochaine si on s'ennuie et qu'il y a eu de l'actu, mais au Ah, mais il cas y en où. a. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il y en a. Tous les jours, il y a 10 articles qui sortent dans l'actu scientifique quantique. Je découvre des startups régulièrement dans le domaine. Ça n'arrête pas, hein. Bon. On a de quoi s'occuper. Ouais, voilà. Bon, écoute, on vient de leur prendre de 33 minutes et Ah, c'est quelques. pas mal. Donc, c'est pas mal. On a bien été. Donc, je te propose, et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et on verra quelle a été notre courbe de fièvre. Allez, Exactement. Ok. ciao. Allez, à la Salut. prochaine.